Bonjour à tous, bienvenue dans le nouvelle interview de Racines européennes. Aujourd'hui, on est à l'Institut national de recherche de l'histoire contemporaine. On est avec monsieur Stanislav Sretenovic, directeur de recherche de l'Institut national de l'histoire contemporaine, enseignant de culture des Balkans à la faculté de sciences politiques à Belgrade, professeur invité de plusieurs universités françaises et chevalier de l'Ordre national du mérite français. Monsieur Setenovic, merci de nous avoir accueillis ici à l'Institut. Bonjour monsieur, vous êtes toujours bienvenu. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'amitié franco-serbe à travers l'histoire. On commencera avant cette Première Guerre mondiale qui est tant importante pour l'histoire franco-serbe. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce sujet? Alors, cette histoire de la Première Guerre mondiale et de l'apogée des relations franco-serbes que je situe dans l'entre-deux-guerres ont une préhistoire dont il faut tenir compte parce que les gens de la Première Guerre mondiale et de la période de l'entre-deux-guerres en étaient imprégnés. Et ça, jusqu'à nos jours, on peut dire, parce que ce sentiment de l'amitié franco-serbe se transmettait en génération, de génération en génération, jusqu'à nos jours. Alors, où est-ce qu'on peut situer les débuts de cette amitié? Eh bien, on peut le situer dans la continuité de la lutte des Serbes pour l'émancipation de l'Empire ottoman qui commence en 1804 avec la révolution serbe, donc l'insurrection de Karađorđe contre les Ottomans. Beaucoup de Français de cette époque et de l'époque d'après ont vu dans cette insurrection une continuité de la Révolution française. Alors, comme la France avait sa révolution en 1789, les Serbes avaient la sienne de 1804. Et c'était en quelque sorte une construction culturelle qui prévalait pendant beaucoup de temps, tout au long du XXe siècle. Alors, c'est d'un côté l'imaginaire. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui était concret? Eh bien, cette émancipation de la Serbie, de l'Empire ottoman, était bien vue par les Français. En tout cas, même s'il y avait des Français qui soutenaient l'existence de l'Empire ottoman en Europe, sur le sol européen, sur le continent européen, quand même, la lutte pour l'émancipation était bien vue par la majeure partie des Français. La France veille à la Serbie, les informations sur la Serbie au cours du XIXe siècle augmentent. Il y avait 3 vagues d'intérêt de certains Français à la Serbie, et c'était surtout des voyageurs français qui rentraient de l'Empire ottoman par l'Empire des Habsbourg vers la France. Donc ils passaient par la Serbie, ils observaient un peuple dynamique, un peuple dont on s'attendait beaucoup dans le futur. Je vous signale tout de suite le passage de Lamartine en 1833, qui a publié un ouvrage, Le voyage en Orient, où il percevait les Serbes comme un peuple jeune et dynamique dont le futur sera grandiose, comme il représentait les Serbes. Alors, après, il y avait aussi des cas concrets du début de la présence française officielle dans une Serbie autonome de l'Empire, au sein de l'Empire ottoman. C'est surtout l'ouverture du premier consulat français en Serbie en 1839.
À partir de ce moment, la France observe concrètement sur place, officiellement, les pas des Serbes vers leur autonomie et vers leur dynamique, surtout économique, mais aussi culturelle. Alors, qu'est-ce qui est observé tout d'abord par les consuls français en Serbie? Eh bien, c'est sa position géographique centrale au sein des Balkans. Ça, c'était une constante observée par les Français, par les consuls français tout au long du XIXe siècle. La Serbie était perçue par les consuls comme un pays de transition qui liait deux ensembles civilisationnistes, même trois ensembles de civilisations. La civilisation autour de la mer Noire, la civilisation autour de la mer Méditerranéenne et le monde germanique. Et c'est là que la Serbie avait sa position dans la perception des Français de l'époque. Arrivent ensuite les premiers pas du côté serbe vers la France, et ce sont les premiers boursiers de l'État serbe qui vont en France à partir des années 1840, et ces Serbes commencent à étudier dans les universités françaises avec une idée de devenir une élite administrative et scientifique et intellectuelle d'une Serbie naissante. C'est une continuité qui durait, on pourrait dire, jusqu'à nos jours, avec des hauts et des bas, bien sûr. Alors arrive l'indépendance de la Serbie et la reconnaissance de l'indépendance de la Serbie au Congrès de Berlin de 1878, quand la France avait une position plutôt en faveur de la Serbie et une position basée sur le traité de Paris de 1856, où la France participait avec des autres grandes puissances européennes à des garanties de la libre circulation, par exemple, sur le Danube, ou à cette autonomie serbe qui devient donc internationalement reconnue en 1956 par le traité de Paris, et puis l'indépendance internationalement reconnue au Congrès de Berlin. Donc la France est présente, elle n'est pas la première et la seule à soutenir les Serbes, mais elle regarde avec bienveillance à tous ces pas et participe à l'émancipation de la Serbie. Alors, avec le royaume de Serbie des années 1880, de l'année 1882, la Serbie commence à être mieux perçue sur l'échiquier européen, sur la carte géographique européenne, et la Serbie joue de plus en plus un rôle d'un pays qui arrive à résoudre et à gérer ses finances, par exemple, qui arrive à intéresser les investisseurs français, qui arrivent à obtenir des empreintes d'État des différentes puissances européennes, y compris françaises. Alors, je vais vous donner quelques moments clés. Tout d'abord, tous les deux dynasties serbes du 19e siècle ont eu ces rapports avec la France, les Karađorđević et les Obrenović. Je vous rappelle que Milan Obrenović, par exemple, était élève d'une grande école parisienne,
Grand. Louis le Grand. Puis Pierre Ier de Serbie était élève de l'école militaire spéciale Sire, qui est appelée comme ça aujourd'hui et qui est d'une grande renommée. Une promotion porte bien le nom de Pierre. Exactement, une promotion porte le nom de Pierre Ier, une autre promotion porte le nom de son fils Alexandre Ier. Et cette image du jeune capitaine Pierre Ier formé à Saint-Cyr dans la promotion Puebla de 1862-64 est très très importante parce que ce capitaine participe à la guerre de 70 du côté français comme Saint-Cyrien. Il est brave à cette époque, on le perçoit comme très brave, très combattant, très francophile, très francophone, et il commet une chose qui est restée comme un symbole après. En fait, il était capturé par les Prussiens, puis il s'est échappé en traversant la Loire et il a réussi à rejoindre les rangs français à nouveau pour combattre, pour continuer à combattre. Donc cette image d'un prince qui va devenir le roi après 1903 est restée dans l'imaginaire de beaucoup de Serbes et une partie des Français, surtout liée au milieu militaire. Et ça sera une des importantes images de la construction de cette amitié franco-serbe qui est renforcée au début du XXe siècle. Alors, roi Pierre Ier donc devient en quelque sorte de sa vie le symbole des relations franco-serbes. Ensuite, il y a des empreintes de l'État à l'État, des empreintes françaises. La France, d'abord, va ensemble avec les autres grandes puissances européennes, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, mais vers les années 1910, elle commence à être le seul pays à donner des empreintes à la Serbie. Puis, à cette époque, donc après l'arrivée de roi Pierre Ier au pouvoir en 1903, c'est les banques françaises qui s'implantent en Serbie. Déjà en 1904, les mines de bord deviennent la propriété française avec la participation de la banque Mirabeau. Et cette affaire française sera une des plus grandes affaires économiques françaises en Serbie et va jouer un rôle important dans le développement de la Serbie. Avec cette banque, déjà en 1910, arrive une autre banque importante qui est la banque franco-serbe avec un siège à Paris et qui est issue d'une banque importante qui s'appelle la Banque impériale ottomane, qui retire ses capitaux de l'Empire ottoman qui devient de plus en plus incertain. Et ces investissements donc vont vers la Serbie qui est perçue comme un pays de plus en plus stable, où on peut faire des affaires économiques et financières. Arrive aussi l'achat des canons français par la Serbie. Alors, c'était une grande décision pour l'armée serbe parce qu'à l'époque, il y avait deux vendeurs plus importants des canons. C'était
les Allemands avec leur canon Krupp et les Français avec leur canon le Creusot. Et alors les Serbes, surtout les Serbes formés en France, optent pour le canon, le fameux canon 75 de Creusot, parce qu'ils le connaissaient, parce qu'il était instruit, parce que le savoir français était transmis, et ça a joué en faveur de l'achat de ces canons. Et ces canons vont pratiquement gagner la victoire tout d'abord des guerres balkaniques, la première et la seconde, et ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, le fameux 75, appelé par les Serbes le Franzouz, le français, est donc aussi devenu un symbole de cette relation franco-serbe naissante. En 1914, il y a un journaliste qui s'appelle André Sheradam qui a même dit dans la première partie de 1914 que la France et la francophilie a prévalu en Serbie par rapport aux autres influences importantes telles à l'influence allemande ou l'influence autrichienne. Il faut aussi dire qu'à partir de 1909, il y a aussi un lecteur du français pour la langue française à l'université de Belgrade, et cette coopération franco-serbe au niveau culturel commence à augmenter. Alors, à ce moment, je vais faire une parenthèse, parce que je voudrais souligner que dans les relations franco-serbes, il y avait plusieurs facteurs structurels dont on peut parler tout au long du 19e et 20e siècle, et même jusqu'à nos jours. Quels sont ces facteurs structurels? Eh bien, tout d'abord, c'est la différence dans le poids et dans la richesse matérielle entre la France et la Serbie. La France était une grande puissance où elle se voulait telle. La Serbie était une petite puissance qui cherchait constamment sa place au sud-est européen ou au sein de l'Europe. Deuxième facteur, surtout à cette époque, était l'éloignement géographique. Entre la France et la Serbie, il y avait tout un monde quelquefois hostile à la France et à la Serbie, surtout pendant l'existence de l'Empire allemand. Et puis, troisième facteur important était la différence culturelle. La France de culture jacobine, laïque, républicaine, était bien différente de la culture serbe, centrée traditionnellement, historiquement, sur le royalisme, monarchisme, sur la culture orthodoxe, la foi orthodoxe. Et alors, les gens de cette époque devaient faire un grand effort pour surmonter cette différence et ces problèmes structurels qui pesaient. Donc, il fallait faire beaucoup plus d'efforts, il fallait être beaucoup plus actif, beaucoup plus motivé pour surmonter ces facteurs structurels. Et certains groupes des Français et des Serbes se sont impliqués dans ce dynamisme des relations franco-serbes. Mais c'est qui ces Serbes exactement qui ont aidé? On sait que c'était Jovan Vujović, Jovan Cvijić, Jovan Vujić. Est-ce qu'on pourra peut-être parler de cela? Bien sûr, je vais y revenir. C'est très important parce qu'il s'agit des gens. Oui. Et les gens portent ces relations. Oui.
Mais je voudrais encore ajouter un facteur structurel qui provient de ce que je viens de dire. Alors, ces relations franco-serbes n'étaient jamais uniquement bilatérales. Il faut, à mon avis, dans l'analyse, et je m'efforce dans mes travaux, de surmonter une vision uniquement bilatérale. Ces relations étaient toujours multilatérales, parce que la France et la Serbie devaient prendre en compte toujours d'autres facteurs qui jouaient au sud-est européen et en Europe et dans le monde en général. Je vais parcourir juste ces facteurs multiples. Alors, la France devait prendre en compte tout d'abord le facteur ottoman, nous venons de le dire, puis le facteur autrichien, le facteur des Habsbourg, puis le facteur russe. La Russie, une grande puissance qui s'intéressait au sud-est européen et aux Serbes du fait de la proximité spirituelle par la foi, par l'appartenance à un monde slave. Ensuite arrive une période avec l'unification allemande et italienne où l'Allemagne et l'Italie, qui cherchent leur place en Europe, sont présentes aussi au sud-est européen. Et puis arrive une période, surtout après la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis et l'Union soviétique jouent un rôle important. Et même aujourd'hui, on ne peut jamais on doit toujours prendre en compte le facteur européen, américain, russe et chinois. Donc, vous voyez, c'est aussi une constante. Alors, maintenant, je reviens à votre question concrète. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui arrivent à porter ces relations franco-serbes jusqu'au sommet et jusqu'à une même poétique des relations imaginaires? Ce sont tous des étudiants français qui sont allés à la Sorbonne. La plupart ont fait soit le droit, soit la médecine. Alors, ce sont les gens formés au cours du 19e siècle. Il y avait 4 générations des Serbes formés en France, comme boursiers du gouvernement serbe d'abord. Mais ce sont aussi des Serbes boursiers du gouvernement français pendant la Première Guerre mondiale qui se sont trouvés en France pour faire leurs études parce qu'ils ont participé à la retraite serbe après octobre 1915 et une nouvelle attaque des empires centrales contre la Serbie. Donc, ils se sont retirés à travers les montagnes de l'Albanie et du Monténégro pour être récupérés comme l'armée serbe par les armées alliées, y compris l'armée française, et ils se sont retrouvés en France, où la France a ouvert ses écoles et ses universités à ces Serbes et à leurs études. Alors, parmi ces Serbes, il y avait aussi, je vous donne un exemple, il y avait aussi mon grand-père, docteur Dragoljub Sretenović, qui a fait ses études à Bordeaux et qui est rentré ensuite dans le royaume des Serbes, croates et slovènes, où il est devenu médecin. Alors, ces gens sont formés majoritairement dans les sciences naturelles et exactes. D'abord, médecine, parce que la Serbie n'avait pas suffisamment de médecins, puis en ingénierie, et en sciences humaines, on comptait surtout la faculté de droit. Parce que la Serbie voulait établir une
démocratie libérale sur le modèle français et surtout sur l'importance des lois et de l'application des lois. Alors, cette élite francophone et francophile formée en France, elle s'est ensuite réorganisée, elle s'est ensuite organisée une fois rentrée en Serbie, dans le royaume des Serbes, Croates, Slovènes, devenu royaume de Yougoslavie en 1929, au sein de plusieurs associations dédiées à la France. Et des partis politiques. Des partis politiques aussi. Tous les partis politiques avaient les anciens élèves français, ça c'est intéressant. Et après la Seconde Guerre mondiale, la diaspora, les expulsés du communisme, qui s'est implanté en France, sont organisés selon les partis politiques de l'entre-deux-guerres et ils continuent leur activité en exil comme membres du Parti radical, du Parti démocrate, du Parti républicain, etc. Donc, il y a tout d'abord une élite intellectuelle liée à l'université, liée à la recherche. Il y a ensuite les avocats, les gens liés au droit. Puis, il y a cette élite politique, surtout dans l'entre-deux-guerres, liée au parti radical, qui était la plupart du temps au pouvoir. Donc, les gens marquants du parti radical sont Milenko Vesnić, par exemple, un grand ministre plénipotentiaire serbe et du royaume serbe, croate et slovène à Paris, de 1904-5 jusqu'à 1921 et sa mort. Puis Milovan Milovanović, un peu avant, qui a fait son doctorat en France en 1888 sur un sujet du droit lié à la France, du droit international lié à la France. Puis Costa Cumanudi, un important homme politique de l'entre-deux-guerres qui était maire de Belgrade. Puis Momčilo Ninčić, ministre des Affaires étrangères, un grand francophile et francophone. Donc on peut les... Jovan Ristić, bien sûr. Donc on peut les énumérer beaucoup. Et ce qui est aussi important à dire, c'est que le fait qu'ils avaient fait leurs études en France, dans le royaume de Yougoslavie, était en quelque sorte une carte blanche pour avoir une ascension sociale chez les... dans le royaume de Yougoslavie. Parce que le roi Alexandre soutenait ce groupe et voulait que ce groupe détient les positions clés dans le royaume. C'était une décision qui provenait de la nouvelle structure des rapports en Europe après la Grande Guerre, où la France voulait établir des liens avec les pays nouvellement nés à l'est de l'Allemagne et en quelque sorte voulait tenir l'Allemagne en tenaille, donc à l'ouest par la France et à l'est par les pays nouvellement créés, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie et le royaume de Serbie, Croate, Slovène, Yougoslavie. Donc c'était une décision politique, une décision soigneusement entretenue par la France, par toute une série des conventions et des accords au niveau culturel, au niveau économique, au niveau politique, qui voulaient entretenir cette francophilie et francophonie des Serbes
et elle a essaimé vers les anciens territoires de l'Autriche-Hongrie, majoritairement chez les Croates et les Slovènes, qui ne connaissaient pas la culture française parce qu'ils étaient imprégnés par la présence séculaire des empires germaniques. Et alors, dans cette politique, il y avait aussi l'importance, il faut le souligner, du groupe des militaires. Les militaires francophiles et francophones sont aussi très soutenus dans l'entre-deux-guerres. Et les rapports entre la France et le Royaume sont aussi militaires. D'ailleurs, il y avait un accord de 1924, un emprunt qui donnait un emprunt de la France au Royaume pour son armement. Et tout ça dans cette perspective de tenir en tenaille l'Allemagne. Alors après, il y a bien sûr la question jusqu'à où ça a marché. Est-ce que ce matériel était conforme au matériel déjà existant, au matériel que les autres pays alliés avaient? Est-ce que la France pouvait organiser une grande alliance militaire et politique à l'Est? Ça, c'est une autre question. Mais la volonté existe. Puis, il y a un moment important, officiel, c'est la signature du traité d'amitié franco-yougoslave du 11 novembre 1927, à la 9e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et de la signature de l'armistice de Rétente. Un moment important, symbolique. Alors, symbolique est très importante dans les relations franco-serbes dans l'entre-deux-guerres. Symboliquement, en quelque sorte, la France, qui est une grande puissance, mais qui, dans les années 30, perd son poids dans les relations internationales. La France, en quelque sorte, voulait, par cette forte présence symbolique, récompenser le manque de son poids. Et la France voulait aussi, par cette présence culturelle, faire un maillage intérieur au sein de cet État sud-slave qui peinait à se constituer et à se positionner comme un État fort et démocratique et efficace au niveau de l'application des lois, au niveau intérieur surtout, mais aussi au niveau international. La France avait un grand problème dans l'entre-deux-guerres, c'est comment réconcilier ces deux alliés de la Grande Guerre, l'Italie et la Serbie. Parce que la Serbie, avec son programme yougoslave et le soutien au nationalisme croate et slovène, sous l'idéologie yougoslave, avait créé un grand ennemi du côté ouest, donc son ancien allié, l'Italie, qui contestait même l'existence de ce nouvel État. Et tout au long de l'entre-deux-guerres, la France essayait de réconcilier ces deux alliés de la Grande Guerre, et c'était une tâche difficile à atteindre. Puis, en politique intérieure, ce maillage intérieur par la culture, elle jouait un rôle là où l'influence française a été gagnée, c'est chez la majeure partie des Serbes. Mais elle marchait assez mal chez les Croates, un peu mieux chez les Slovènes. Il y avait un vrai problème, comment réconcilier au sein du royaume les rapports constamment tendus entre les Serbes et les Croates. La France a essayé de faire ça par une
forte par le biais, par le vecteur de la langue, qui est devenue presque une langue vernaculaire chez les Serbes éduqués, mais pas du tout chez les Croates. Oui. Et alors, il y avait tout un problème de l'application de cette grande idée qui est née pendant la Grande Guerre, lors de la formation de l'élite serbe, francophone et francophile, et lors de la fraternité d'armes entre l'armée serbe et française sur le front de Salonique. Alors ça, c'est un ensemble avec lequel nous arrivons donc vers la fin d'une période, vers la Seconde Guerre mondiale, l'attaque de l'Allemagne contre la France, en fait, vers la Seconde Guerre mondiale en 1939, qui a donné un moment fort émotionnellement chez les Serbes et tragique pour les Français, c'est la capitulation française du juin 1940. Alors nous disposons des témoignages de cette époque qu'il faut souligner, à mon avis, parce qu'elle montre quand même l'état d'esprit de la majeure partie des Serbes, surtout de l'élite serbe, mais aussi du grand public, des paysans, des gens d'autres métiers, etc. Alors, en 1940, le ministre plénipotentiaire français, le dernier ministre plénipotentiaire de la Troisième République française dans le royaume, Raymond Brugère, laisse un témoignage dans son ouvrage Veni, Vidi, Vici, où il dit que d'abord, à l'image, à l'information de la guerre entre l'Allemagne nazie et la France, les Serbes se sont rendus à la légation de France à Belgrade pour offrir leur aide à l'image de la Première Guerre mondiale. Et il y a un témoignage émouvant où il dit que les paysans des villages serbes de la Šumadija sont venus naïvement en offrant leurs chevaux pour les envoyer sur le front français pour qu'ils contribuent à la défense de la France. Alors là, nous voyons aussi à la fois une naïveté et à la fois le poids du passé qu'on n'arrivait pas à surmonter. Il y a aussi un témoignage où Prince Paul avait parlé avec Raymond Brugère à cette époque en disant que les armées yougoslaves avec l'armée serbe vont se retrouver quelque part dans la vallée de la rivière Po en Italie, à l'image de leurs actions ensemble sur le front de Salonique pendant la Première Guerre mondiale. On voit là une incapacité de comprendre, de la majeure partie des Serbes, de comprendre que la situation par rapport à la Première Guerre mondiale a bien évolué et que ni la France, ni la Serbie n'avaient plus suffisamment de force matérielle et en vie humaine pour mener une politique qu'on avait imaginée en 1918, à la fin de la Grande Guerre. Donc arrive l'occupation de la France, la capitulation de la France en juin 1940. Arrive aussi un témoignage de Raymond Brugère qui dit
que les Serbes se sont présentés auprès de lui en cravate noire, en signe de deuil à cause de la disparition de la France, telle qu'il l'aimait. Alors, bientôt, 10 mois après, la même chose est arrivée aux Serbes. La Serbie a plongé ensuite, contrairement à la France, ou beaucoup plus que la France, dans une guerre civile meurtrière où deux mouvements de résistance se sont opposés acharnement et ont mené une guerre civile sanglante. Donc les légitimistes et les monarchistes de mouvements de résistance menés par général Dragoljub Draža Mihailović, et de l'autre côté le mouvement de résistance communiste géré par le futur maréchal Tito. Alors, cette guerre, les deux mouvements de résistance avaient des références à la France. Nous disposons des témoignages que Dragoljub Draža Mihailović écrivait à Charles de Gaulle en lui demandant comment organiser une résistance européenne avec à la tête la résistance française et avec le soutien de ces résistants serbes. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, général de Gaulle, futur général de Gaulle, a décoré Dragoljub Draža Mihailović par la Croix de guerre, ce qui était symboliquement un message important. Mais de l'autre côté, les communistes aussi avaient ces liens avec la France, surtout après 1945, quand les Britanniques ont décidé de soutenir plutôt la résistance communiste que loyale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc les liens n'étaient que symboliques et que d'encouragement mutuel. Il y a des émissions à la fameuse BBC, la seule radio libre écoutée en Europe occupée par les nazis, où les Français et les Serbes s'encourageaient mutuellement à tenir pendant la résistance. Alors, de l'autre côté, Charles de Gaulle n'était pas d'accord avec cette décision des Britanniques pour soutenir les communistes yougoslaves. Bien sûr, Charles de Gaulle, à mon avis, s'attendait à une solution qui serait une solution plutôt à l'image de ce qui s'est passé en France, où le mouvement de résistance a réussi quand même à englober toute la résistance, y compris celle des communistes et menée par le Parti communiste français. Et les exécutions par les communistes contre ses opposants français en France vers la fin de la guerre étaient relativement peu nombreuses. Je pense que le chiffre est autour de 5000 exécutions. Et ces gens qui exécutaient du Parti communiste français étaient perçus comme les traîtres à la résistance, en fait. Alors qu'en Serbie, le Parti communiste yougoslave est venu au pouvoir en 1944-1945 et a commis des exécutions
sans jugement contre la population jugée anticommuniste. Et les collègues ont compté récemment le nombre de 60 000 exécutions en Serbie sans jugement. Juste pendant cette période 44-45 jusqu'à, dans le premier moment, 45-46, jusqu'à 47. Donc, les quelques premières années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, en même temps, il faut dire que les communistes ont réussi à insister pendant la Seconde Guerre mondiale sur la coopération des Serbes et des autres Yougoslaves avec les Français communistes au sein des brigades internationales qui combattaient pendant la guerre civile espagnole. Et c'était un moyen d'attirer les communistes yougoslaves du côté français. Et d'ailleurs, cette propagande a donné effectivement des coopérations sur place en France. Et de cette coopération est né un personnage important pour les communistes. C'était le personnage du général Ljubo Ilić. Ce général communiste yougoslave, né à Split, est devenu commandant du secteur sud de la résistance française, est devenu général de l'armée française, et puis en retour en Yougoslavie communiste, il est devenu attaché militaire, diplomate, et une image dont se servaient les communistes français et yougoslaves dans leur politique d'après la Seconde Guerre. Est-ce que c'est vrai que le général de Gaulle n'a jamais voulu rencontrer Tito à cause de ce sang, comme il disait, ce sang de général Draža Mihailović? Alors, le général de Gaulle, d'abord, n'était pas écouté par les communistes yougoslaves au moment quand il plaidait au niveau international avec les anglo-saxons, avec le monde libre, comme on appelait ce monde à l'époque, à ce que le général Mihailović soit relâché. Et il plaidait surtout à ce qu'il ne soit pas exécuté. Mais les communistes yougoslaves ont fait la sourde oreille. Et le général a été exécuté. Après un procès qui était construit et dont tout le monde civilisé avait protesté. Et pendant que le général de Gaulle était au pouvoir, il n'a jamais reçu le maréchal Tito. Le maréchal Tito a été en France 2 fois, mais avant l'arrivée du général de Gaulle en 1956 et après la fin et après la mort du général de Gaulle, donc après 1970. Les liens entre la France et la Yougoslavie communiste avaient ses hauts et ses bas. Et ces liens ont été entretenus surtout par la gauche internationaliste française, par les descendants de la famille politique française issue de la SFIO, Guy Mollet par exemple, Antoine Pinon et d'autres hommes politiques de gauche. Guy Mollet était à la
racine de l'invitation de maréchal Tito en France en 1956. Et c'est arrivé à montrer à la diaspora serbe en France que leur espoir de l'arrivée au pouvoir du légitimisme et du départ des communistes n'était plus possible. Symboliquement, la visite de Tito à Paris en 1956 était une grande déception pour les Serbes exilés en France et exilés un peu partout. Ils étaient les plus nombreux aux États-Unis, un peu moins nombreux en Angleterre et les moins nombreux en France. Et symboliquement, c'était la fin. Les relations officielles franco-yougoslaves avaient ses hauts et ses bas. On peut donner des moments clés, des hauts, par exemple, c'est les visites de Tito à Paris, qui signifiaient aussi le soutien de la France économique à la Yougoslavie, parce que la Yougoslavie de Tito jouait un rôle de cheval de Troie au sein du bloc de l'Est, parce qu'il fallait montrer aux autres membres du bloc de l'Est que le chemin vers le futur, vers le communisme, était possible en dehors de Moscou. C'était ça le sens du soutien de la France à la Yougoslavie communiste, comme du soutien des États-Unis ou de l'Angleterre à la Yougoslavie. C'est l'idée de cheval de Troie au sein du bloc de l'Est. Puis, donc, ça, c'est les sommets des relations. Mais il y avait aussi des bas. Et surtout pendant la guerre d'Algérie, quand les relations franco-yougoslaves étaient même au plus bas, je pense. Au plus bas, et même les ambassadeurs étaient retirés, ils étaient pendant quelques jours même rompus. Parce que la Yougoslavie communiste soutenait le FLN et le soutenait apparemment même au niveau symbolique, puisque la Yougoslavie communiste envoyait des armes au FLN dans les bateaux dénommés Serbie ou Slovénie, comme s'ils voulaient montrer aux Serbes en France exilés que leur conception de l'amitié franco-serbe était détruite au moment où la marine française aurait capturé ces bateaux. Voilà, c'était à ce point. Et puis, bien sûr, arrive 90, à nouveau une période dure pour les relations franco-serbes du fait que après la mort de Tito, la transition démocratique n'a pas mené vers une vraie démocratisation de la société serbe, mais ni d'autres sociétés de l'ex-Yougoslavie, mais en quelque sorte, les apparatchiks de toutes les républiques yougoslaves se sont accrochés à un nationalisme exacerbant pour rester au pouvoir. Et cette façon de procéder qui a donné donc une guerre meurtrière, une guerre difficile qui a, dans la Serbie, a payé cher cette guerre, a donné donc des hauts et des bas dans les relations franco-serbes.
une France à l'époque qui renforce la création de l'Union européenne, dont l'amitié franco-allemande devienne la clé de sa politique en Europe, où la France devait prendre en compte l'attitude de l'Allemagne réunifiée, que la France a acceptée avec du mal, mais quand même, et où les essais de président François Mitterrand à apaiser les esprits dans les Balkans n'ont pas donné des résultats, et où la France a essayé avec ses actions de maintien de la paix, de rester présent dans les Balkans et de contribuer toujours à l'apaisement et à des solutions qui donneraient la fin de la guerre. Est-ce que les Français ont réellement apaisé ces tensions pendant les années 90 et aussi en 99 au Kosovo? On connaît le cas du général Jacques Ogard, monsieur Pierre-Henri Bunel, mais est-ce que c'était vraiment cette amitié? Alors, il faut ici distinguer plusieurs choses. Il y a d'abord la France officielle qui a joué un rôle au sein de l'OTAN plutôt de frein envers les actions des Anglo-Saxons et des Allemands. Il y a une histoire, un mythe peut-être, que c'est grâce à la France que les ponts de Belgrade n'ont pas été bombardés pendant les bombardements de la Serbie et du Monténégro en 1999. C'est vrai que la France a, avec à la tête le président Jacques Chirac, a donné son accord à ces frappes, a contribué ensuite à déploiement des forces de maintien de paix dans la province sud serbe du Kosovo. Et ce sont les moments des hauts et des bas dans les relations. Au moment des frappes, il y avait une nouvelle rupture des relations diplomatiques franco-serbes. C'est l'ambassade de Suisse qui a représenté la France pendant les frappes contre la Serbie. Donc, vous voyez que ces rapports dans les années 90 étaient difficiles, imprégnés des problèmes et tragiques en quelques moments. Il y a aussi un côté de l'action des gens à titre privé. Parce qu'on avait parlé de notre reportage, on a vu le voile noir autour de du monument. La majeure partie des Serbes, bien sûr, étaient contre les frappes. La majeure partie des Serbes étaient déçus par la position française. Ces Serbes s'attendaient à une position moins active de la France. Du côté français, il y avait aussi des gens qui étaient contre ces frappes, mais dont l'activité n'a pas pu donner quoi que ce soit, puisque ces frappes se décidaient au Parlement et au sein des hommes politiques français. Déjà en 1995 et dans les années 90, l'arrivée de François Mitterrand sur place à Sarajevo pendant la guerre contre les Serbes de Bosnie voulait arrêter les frappes.
Mais même l'activité d'un président de France n'a pas réussi à les arrêter et les a simplement prolongés. Et ce qui montre qu'au sein de l'élite politique française, même au sein du Parti socialiste français, il y avait deux branches, deux visions du futur de l'Europe. Une vision représentée par François Mitterrand, qui était encore dans le mythe de l'amitié franco-serbe et qui, grâce à cette image construite et dont on a parlé pendant 2 siècles, ne voulait pas s'opposer aux Serbes militairement, ce qui était impensable dans cette culture. Et il y avait d'autres groupes, les jeunes hommes politiques qui voyaient différemment la situation et qui voulaient que pas directement contre les Serbes de la Bosnie. Et d'ailleurs, ces frappes ont eu lieu en 1995 avec une histoire triste de la capture des pilotes français par les Serbes de la Bosnie, des négociations dures autour de leur libération, d'une situation vraiment triste qui n'était pas digne des relations franco-serbes historiques telles qu'on les a décrites dans ce parcours des 2 siècles. Puis l'autre moment difficile et tragique, c'est la reconnaissance de la France de la proclamation de l'indépendance du Kosovo en 2008, quand la France, avec à la tête Monsieur le Président Nicolas Sarkozy, avait accepté cette proclamation tout de suite après les États-Unis, et cette reconnaissance du côté français a provoqué aussi une presque rupture des relations. L'ambassadeur serbe en France, le feu professeur Predrag Simic, a été retiré de Paris, mais peu de temps après, ces relations ont repris. Et avec un constat qui est encore aujourd'hui présent, c'est le constat que la France et la Serbie ne sont pas d'accord sur la question de l'indépendance autoproclamée du Kosovo, et que malgré cette différence au niveau politique et au niveau des perceptions, la France et la Serbie continuent à renforcer ces liens au niveau économique et au niveau culturel. Et tout ça, après 2 moments difficiles dans les relations franco-serbes au niveau symbolique cette fois, c'est le moment où la France, le moment de 2017, il me semble, où la France ne voulait pas extradire l'ancien président du Conseil de Kosovo, Ramush Haradinaj, qui était arrêté en France sous la charge des crimes de guerre contre les Serbes pendant la guerre de 99. Et l'autre moment dur, symboliquement, c'était le centenaire de la Grande Guerre de 2018,
le 11 novembre, encore cette date importante et emblématique des relations franco-serbes, le 11 novembre, toujours fêté par les Français et les Serbes dans l'entre-deux-guerres ensemble. Il y avait même un accord de l'amitié qui a été signé à la 9e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Puis l'inauguration du monument à la France, le seul monument, à mon avis, au monde, dédié à un État étranger, érigé à la 12e anniversaire de la paix, de l'armistice de Rétende, donc en 1930. Donc, une date essentielle pour les relations franco-serbes au niveau symbolique. En 2018, au centenaire de ces relations, les Serbes s'attendaient à ce que leur président soit représenté à la manifestation célébration centrale à Paris, à côté des vainqueurs des pays qui représentaient la coalition qui a vaincu, mais l'emplacement n'était pas selon cette perception, l'emplacement était selon une autre perception où l'amitié franco-serbe où l'amitié franco-allemande était au cœur de toute la célébration et où le président de la Serbie était mis apparemment exprès défavorablement par rapport aux représentants de la province serbe du Sud, le Kosovo, qui était plutôt du côté des personnages des grands pays européens. Donc, on voit un malentendu qui a touché au cœur les Serbes et une partie des Français et qui a été quand même résolu d'une belle façon, il faut le dire, presque un an après, le 15 juillet 2019, au moment de l'arrivée du président de la France en Serbie, où symboliquement, en face de ce monument, avec le président de la Serbie, il s'est exprimé tout d'abord quelques minutes dans un serbe parfait, ce qui a marqué les esprits de tout le monde, et puis avec un espoir que ces relations redeviennent telles qu'elles étaient pendant l'histoire, et tout ça soutenu par les délégations économiques et culturelles qui ont apporté des nouveaux projets, qui ont apporté l'ouverture des places pour le travail des ouvriers serbes dans les entreprises françaises. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a environ 10 000 Serbes qui travaillent dans les entreprises françaises en Serbie, ce qui est un pas en avant. La France est devenue un partenaire économique serbe dans des 10 premiers partenaires, ce qui est aussi un pas en avant. Et puis les échanges culturels, la présence culturelle française, elle est constante. L'envoi d'environ une centaine d'étudiants sous différentes modes et bourses en France pour s'instruire dans le savoir, avec le savoir français, et dans un espoir qu'ils reviennent en Serbie pour faire de la Serbie un pays européen avec une bonne gouvernance, avec un système éducatif et juridique efficace, avec une société apaisée et
où la tolérance est à la base de la prospérité de ce pays, qui deviendrait un pays ni meilleur ni pire que les autres pays de l'Europe d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Svetanovic, pour cette interview et j'espère qu'on en fera d'autres prochainement. C'était Racine Européenne et à bientôt sur